Bonjour tout le monde. Une interview à laquelle je tenais énormément. Je suis à Dubaï en compagnie d'Axel. Je le laisserai se présenter plus tard. Et donc, l'idée, c'est de parler un peu d'automobile, mais pas que. Dans une interview / podcast qui va durer un petit moment pour rentrer un peu dans le détail de certaines spécificités marché. Là, je prends vraiment ma casquette OCAR dans cette interview-là pour discuter avec Axel, qui est concentré, focus à 100% sur ce secteur-là et spécialement sur l'Afrique. Bonjour Axel. Hello Ashraf. Comment ça se passe? Ça va et toi? Très bien. Et il fait chaud à Dubaï. Ça va. Plus chaud qu'à Casa en tout cas. C'est plus que voir qu'il pleuvait à Casa. Là, ici, il pleut pas, mais un bon 35-36, mais on s'habitue. Exactement. Bon. Donc, comme je disais dans l'introduction, on commence un peu par parler de toi. Yes, écoute. Expérience, ton parcours. Avec plaisir. Donc voilà, Axel. Donc je suis français et australien. Pas dans l'accent, mais dans la citoyenneté, oui. Voilà, j'ai vécu les 10 dernières années en Australie, donc c'est comme ça que j'ai eu la citoyenneté australienne. Voilà, je suis entrepreneur depuis un peu plus de 20 ans. Et donc voilà, toujours travaillé à mon compte et toujours travaillé plus ou moins dans la tech et le marketing. Donc 10 ans en France avec une agence marketing et un peu plus de 10 ans maintenant sur des produits tech, principalement des marketplaces, des sites de petites annonces. Voilà. Donc 10 ans en France, donc marketing pour des boîtes de jeux vidéo, nouvelles technologies, etc. Et depuis mon installation en Australie, donc principalement avec des startups, donc soit en tant que mentor, advisor, business angel, et aussi en tant qu'entrepreneur, et principalement dans les startups dans les pays émergents. Donc, depuis l'Australie, pas mal l'Asie, donc tout le sud-est asiatique, et depuis 7-8 ans maintenant, avec l'Afrique, en commençant par le Congo-Kinshasa sur l'automobile. On a monté avec un ami un site internet de petites annonces de voitures au Congo-Kinshasa. Voilà, et ça m'a donné un petit peu le goût. C'est un peu comme Obélix qui tombe dans la marmite. Voilà, le goût des petites annonces et de l'automobile. Mais la conversion dans l'automobile, c'est faite comment? Parce que quand même, c'est un peu le grand écart. Quoique marketing, marketplace, voilà. etc. Mais quand même, l'automobile, c'est un secteur assez spécifique. Comment ça s'est fait un peu la conversion? Donc nous, en fait, donc avec cet ami-là, au final, il n'y avait pas de site internet de petites annonces dans la plupart des marchés africains. Lui, il était d'origine congolaise. Donc on s'est dit, pourquoi pas essayer à digitaliser tout ça. Le Congo, comme beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, sur tout ce qui est automobile, en gros, c'est assez simple. C'est des grands parkings extérieurs sur des graviers avec plein de voitures dessus, et un vendeur sous un parasol sur une chaise en plastique. Voilà, et ils vendent des voitures qui peuvent aller de quelques milliers de dollars à des dizaines, si ce n'est des centaines de milliers de dollars. Donc, t'as pas beaucoup de transparence, pas beaucoup de confiance là-dedans. Donc voilà, donc le but, le principe de base d'un site web ou d'une marketplace ou d'un site de petites annonces, c'est ça, c'est d'apporter de la confiance et de la transparence dans ça, puisque tu vas rendre les prix transparents, c'est aussi du marketing, puisqu'au final, au lieu que ce soit un espace qui fasse la promotion d'une centaine de voitures, les voitures, elles sont disponibles dans le monde entier. C'est un peu le principe du site internet. Je suis sur internet, donc je suis visible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde. Et donc, le démarrage s'est fait avec des sites, un site de petites annonces. Un site, exactement. Et sur un seul pays. Exactement. Et puis après ça, si j'ai bien compris, vous avez un peu évolué dans d'autres business models. Exactement. Donc, au final, on a commencé là-dessus. Pour faire long story short, comme on dit. On a commencé là-dessus, sur ce marché. Puis en fait, le Congo, c'est un marché qui est quand même assez compliqué, etc. Pourquoi faire ça sur un seul pays? Pourquoi pas le faire sur d'autres? Et ainsi de suite. Donc là, avec un autre associé, on s'est dit, en fait, on va pousser ça avec un autre associé, des business angels, etc. On va faire des sites d'internet de petites annonces en Afrique subsaharienne. On a appelé ça Africar Group. Voilà, ça c'est le nom de la boîte. Mais en fait, chaque site a un nom local. Voilà, pas de budget marketing, ou pas assez en tout cas, pour pouvoir faire un nom global sur toute l'Afrique. Qu'on a fait des sites internet avec un nom spécifique pour chaque marché, avec une résonance locale. En Côte d'Ivoire, ça s'appelle voiture au pluriel.ci. Côte d'Ivoire est francophone, donc voiture, ça parle à tout le monde. Au Sénégal, ça s'appelle Garas. Garas, ça veut dire garage en Wolof, qui est la langue
vraiment local, que tout le monde parle aussi. Donc voilà, donc on a fait 45 sites, tous sur la même base technique, 2 petites annonces, donc on n'est pas du tout dans la transaction, pas d'équipe locale ou très peu. Et au début, pour lancer ça, on avait des personnes sur le terrain qui allaient dans les rues voir les voitures à vendre avec les panneaux à vendre. Ils prenaient des numéros, ils appelaient, ils prenaient les photos, ils mettaient en ligne. Et c'est comme ça qu'on a démarré sur tout un tas de pays. Il n'y avait pas de site internet de petites annonces de voitures. Donc on a fait ça pendant 5-6 ans, et après on a commencé en fait à avoir beaucoup de data sur le marché de l'occasion en Afrique subsaharienne, à intéresser les constructeurs. On a eu tout un tas de discussions avec plein de constructeurs, plein de distributeurs, plein de professionnels dans le milieu, notamment avec Covid, ça a beaucoup accéléré tout ça. Et c'est de là ensuite qu'on est rentré en contact avec le groupe Stellantis, qui nous a soutenus pour pouvoir utiliser ces sites internet de petites annonces et rentrer dans la transaction avec un autre produit qu'on a créé par-dessus qui s'appelle Auto24. On va revenir sur ça parce que je pense que ça intéresserait énormément les personnes qui regarderaient cette vidéo et éventuellement écouteraient le podcast. Parce qu'effectivement, c'est assez atypique que l'investissement se fasse par un groupe. En règle générale, c'est des VC et tout pour comprendre à l'évolution financière d'une startup. Mais pour rester donc sur la conversion, donc assez data pour se lancer d'une manière hyper, entre guillemets, confiante et safe dans la transaction. Comment l'entreprise s'est transformée pour ça? Parce que je suppose que les métiers que vous avez dans un site de petites annonces, c'est pas la même chose que pour la transaction. Là, on parle d'achat-revente. Exactement. Et donc, comment vous avez un peu manipulé ça, et surtout à distance? Parce que je suppose que vous n'étiez pas dans ces différents pays. Et par quel pays vous avez démarré? Donc, raconte-nous un peu les détails côté managérial de la chose. Donc, en gros, effectivement, c'est vraiment complètement différent là-dessus. Sur les sites internet de petites annonces, le business model, c'est sur de la publicité. Ouais. Donc, je paye, je suis mis en avant un peu sur ce qu'on voit au Maroc avec Avito, Moteur, etc. C'est le même genre de choses. C'est ce qui convient à des marchés un peu plus matures, plus mûrs, plus développés à ce sujet-là. Mais donc, ça nous a quand même permis de gagner de prendre du data et de comprendre ces marchés par justement le point de vue data. Ensuite, donc, pour faire la transition sur la partie transactionnelle, pour rentrer dans la transaction, au final, on s'est aperçu, bien sûr, avec toutes ces années-là, le gros problème, il est sur la transaction elle-même. Et la transaction, c'est l'objet. L'objet, c'est la voiture. Donc, il faut contrôler le produit pour pouvoir être sûr de ce qu'on vend. Et donc, que l'acheteur, à la fin, il soit sécurisé dans sa transaction, qu'elle soit transparente, de confiance, etc., etc. Donc, là-dessus, effectivement, on a dû mettre en place. Donc, en commençant l'année dernière, on a commencé par la Côte d'Ivoire pour ce premier pays. Toute une équipe. On a 40 personnes aujourd'hui. On a des bureaux, on a un showroom, etc. Donc, c'est vraiment très physique. Ce qu'ils appellent un peu le digital, le mix entre du physique et du digital. Digital, pourquoi? Parce que le digital, 15% de la recherche de notre acheteur, celui qui va venir nous acheter des voitures, elle se fait online. Ils viennent sur notre site, ils nous trouvent via les réseaux sociaux, via nos plateformes de petites annonces, etc. Les 5 derniers %, c'est le client, il veut venir toucher la voiture, l'essayer, la voir, etc. Ce qui se passe au final partout dans le monde, ça c'est pas un problème ou une spécificité marché émergent ou africaine ou ivoirienne ou rien, non, c'est partout dans le monde. La voiture, c'est le deuxième plus gros achat d'une vie après une maison, un appartement et tout ça. Donc, et là, on a dû créer donc toute l'équipe d'un point de vue inspection, rachat, reconditionnement maintenant, revente, après-vente, marketing, HR, legal, etc., etc. Donc là, on a à peu près 40 personnes sur la Côte d'Ivoire qui deviendront une centaine de personnes à la fin de l'année prochaine, et ainsi de suite avec l'évolution du business. Ouais. D'accord. Et donc, le démarrage sur le plan transactionnel, ça a démarré par la Côte d'Ivoire? Exactement. Donc l'année dernière, à peu près il y a 1 an, on a mis en place tout ça en juillet 2022. On a commencé à vendre au mois d'octobre. Et puis depuis, ça se développe. Ouais. Donc voilà, on rachète localement. Donc c'est vraiment de l'économie circulaire, ce qui est vertueux pour l'écologie et l'économie. L'écologie, parce qu'on n'a pas besoin de produire plus de voitures à l'étranger pour les importer. Ouais. En plus, l'Afrique, comme pas mal de marchés émergents, souffre d'un problème de supply sur les voitures neuves. Ouais. Pourquoi? Parce que les constructeurs vont d'abord se concentrer à alimenter beaucoup aujourd'hui là où il y a très forte demande pour des raisons logistiques, etc. Donc l'Europe, les États-Unis, l'Asie et après effectivement l'Afrique. Donc au final, pour les consommateurs, donc l'Afrique, c'est
C'est 54 pays où la classe moyenne augmente à vitesse grand V. Donc ils cherchent des voitures, parce que la voiture, c'est encore une fois l'objet de mobilité qui te permet de développer ton business, de développer ta richesse, etc. Exactement. Partout dans le monde, ça a été ça. Depuis au final avant avec l'invention entre guillemets de la roue et ensuite de tout ce qui utilise des roues et après motoriser tout ça voilà. Et donc parce que je ne sais pas si la problématique est la même dans les autres pays du continent, je suppose que c'est le cas, mais je te demande combien de confirmations. Par exemple au Maroc, la grosse problématique c'est vraiment pas je parle bien sûr des professionnels de l'automobile et des professionnels de l'occasion spécifiquement. La problématique, c'est pas de vendre le véhicule, la problématique, c'est d'en acheter avec toutes les garanties qui vont avec, qu'on se retrouve pas avec un épave qu'on est censé justement réparer et éventuellement perdre beaucoup d'argent dans son reconditionnement et arriver en prix de vente sur des niveaux de prix qui sont extravagants. Et donc, le vrai problème, c'est le sourcing. Est-ce que c'est le cas dans un marché comme celui de la Côte d'Ivoire ou bien vous le sentez un peu moins et les gens viennent naturellement chez un professionnel pour vendre leur voiture au lieu de le faire avec un particulier? Alors donc nous on résout les problèmes des deux côtés. Ce business model, qui est le business model donc des voitures certifiées, des voitures d'occasion certifiées, ça résout le problème des deux côtés. Du côté du vendeur, tu vends ta voiture, tu veux vendre ta voiture, et du côté de l'acheteur, tu veux acheter une voiture. Donc côté tu veux vendre ta voiture, quels sont les problèmes? Aujourd'hui, encore une fois, c'est un problème global, c'est pas un problème ivoirien, abidjanais, africain, marocain. C'est des problèmes partout, en France, en Australie, aux États-Unis, tout ça. Quand tu veux vendre une voiture aujourd'hui, c'est un process qui déjà prend du temps. Tu vas la mettre en ligne, alors avant, tu en parles autour de toi, tes voisins, ta famille, tes amis, et ainsi de suite. Voilà, donc là, ton reach, il est quand même limité. Après, maintenant, via les plateformes online, les sites internet de petites annonces, les réseaux sociaux, tu le mets dessus. Là, tu as un reach qui est beaucoup plus grand. Un mec qui habite à l'autre bout de Casablanca ou du Maroc, même, peut venir acheter ta voiture parce que ça intéresse, c'est ce qu'il cherche en termes de prix et de... Voilà. Mais ça va prendre du temps. Tu vas recevoir plein de personnes. Il y en a qui vont être sympas, pas sympas. Ils vont négocier, pas négocier. Ça prend du temps. Il y en a qui vont venir à rendez-vous, d'autres pas venir. Donc, voilà. Donc, nous, on répond à ce problème de temps déjà. C'est une inspection. On t'envoie quelqu'un chez toi. Donc, tu n'as pas besoin de te déplacer, même si la plupart des clients, ils veulent se déplacer. On fait l'inspection. Deuxièmement, c'est aussi question de sécurité. Après, ça va dépendre en fonction des pays. On parle quand même de grosses sommes d'argent. Nous, on a eu des pays où au début, effectivement, même si on n'est pas encore dans la transaction dans ces pays-là, je pense par exemple au Malawi, des gens étaient réticents à mettre leur annonce en ligne parce qu'ils ont peur effectivement qu'à un moment, les personnes viennent chez elles et qu'il y ait du vol, ce genre de trucs, des agressions, etc. Donc là, pareil, nous, on est une entreprise, on n'est pas là pour t'agresser, pour te voler ton véhicule ou quoi que ce soit. On est là pour t'acheter ton véhicule en bonne et due forme. Donc, c'est sécure. Donc, tu vas avoir un interlocuteur. C'est sécurisé, ça te fait gagner du temps. Et aussi, le paiement va être sécurisé. On fait donc des paiements par virement, mobile money, etc. Donc, c'est du cashless, c'est du digitalisé. Voilà, donc ça c'est du côté vendeur. Et après une fois qu'on a acheté, on a nos inspecteurs, c'est notre responsabilité, une fois que l'achat s'est fait, terminé de ton côté, entre guillemets, tu n'entendras plus parler de nous. Alors que si tu vends à quelqu'un et qu'il y a un petit problème sur la voiture, on va te rappeler, c'est stressant, donc c'est du stress, c'est du temps, c'est de la fatigue, c'est des problèmes de sécurité, etc. De l'autre côté acheteur, c'est pareil. Donc nous, on est là pour détenir l'objet au milieu, savoir qui il est, ce qu'il est, dans quel état il est, et pouvoir ensuite le reconditionner, donc avec un certain budget par véhicule, en fonction de l'état du véhicule, bien sûr. On ne prend pas des véhicules où il y a des très très gros problèmes moteurs, ce genre de choses. Beaucoup de véhicules sont importés, on ne prend pas des véhicules qui ont eu des accidents trop graves, notamment au niveau du moteur. Qu'ils aient eu toute l'aile enfoncée, c'est pas grave. Qu'ils aient eu tout le bloc moteur déplacé, ça on ne prend pas. Voilà, ce genre de choses. On vérifie qu'il y a des airbags qui sont encore dedans. Beaucoup de voitures qui ont été importées parfois, c'est pas vérifié. Voilà, importées parce qu'elles ont été, c'est des voitures de casse à l'étranger, etc. Donc voilà, qu'on vérifie tout ça. On reconditionne, on remet en état, on nettoie, on présente mieux. On a nos réseaux pour le marketing, etc. Et on revend avec tout un tas de services aussi. Donc garantie, assurance, du financement avec des partenaires,
assistance dépannage, remorquage, entretien, etc., etc. Donc on résout des deux côtés. Et qui sont Voilà. perçus par le client. Exactement. Et tout à l'heure, je parlais un peu de la partie data, parce que vous avez commencé par le site de petites annonces, Ouais. et qui vous a permis un peu d'avoir du recul par rapport au marché. Et de connaître les marchés d'un point de vue data. Ouais. Moi, tu vois, je suis pas ivoirien, Ouais. donc je connais pas le marché ivoirien en termes d'automobile, mais même je t'avouerais que je suis français ou australien. Dans l'absolu, je connais pas spécialement, je sais ce qui roule dans les rues, mais c'est de l'assumption, tu vois, c'est du flair. Ouais. C'est comme toi à Casa, tu peux savoir ce qui roule dans ton coin, mais est-ce que c'est ce qui roule au global sur tout le pays? Non, c'est clair que c'est biaisé. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avant de démarrer cette vidéo. Effectivement, quand on est trop immergé dans un secteur, on a cette impression qu'en plus ou moins on le maîtrise. Ouais. Mais effectivement, une fois qu'on commence à rentrer dans des détails data, issus justement des analytics qu'on pourrait avoir ici et ailleurs, ça corrige quand même pas mal d'idées reçues. Ouais. Parce qu'on est biaisé, comme on se disait tout à l'heure, par la petite bulle dans laquelle on vit. Exactement. Effectivement, donc du coup, cette partie data, vous l'avez maintenue, même après avoir fait le choix de passer sur du transactionnel, ou bien ça s'est arrêté entre-temps? Non, on a toujours les deux côtés. Donc les sites de petites annonces continuent de tourner, ils permettent de mettre en relation des gens qui vendent avec des gens qui achètent, mais comme on est les éditeurs de ces sites et propriétaires, on sait aussi ce qui se passe derrière et on a donc cette visibilité d'un point de vue data. Excellent. Donc je peux te dire marché par marché, parce que ces sites, on a des dizaines de milliers d'annonces sur chacun de ces sites, donc c'est assez significatif. C'est comme des sondages. On fait des sondages sur un millier de personnes qui représentent un échantillon d'un pays. Là, c'est la même chose, sauf que là, on a encore plus de données, donc c'est encore plus représentatif. Et on sait, donc, je peux te dire aujourd'hui quelles sont les top marques, modèles, les gammes de prix, les moyennes, les médianes, etc., sur 45 pays d'Afrique subsaharienne et même on regarde sur les autres pays aussi. Et cette démarche, vous l'avez aussi d'une manière prédictive, c'est-à-dire cette capacité à se projeter un peu dans les mois à venir. Ça, on l'a remarqué, on l'a tous vécu, les grosses fluctuations que le marché a connues à cause de la pandémie. Est-ce que vous arrivez plus ou moins à tirer aussi des modèles de projection sur ce qui pourrait éventuellement changer, ou bien c'est une photographie de l'instant T et qui est valable exclusivement pour l'instant T? Alors pour le moment, c'est c'est sûr, on a de l'historique, on a de l'instant T, mais on fait pas encore de prédictif là-dessus. Pourquoi? Parce qu'après, il y a tellement de facteurs au final qui rentrent en jeu et tout ça. Mais nous, ça nous permet donc, avec ces sites du groupe Africa Group, d'avoir la data et de pouvoir, avec cette nouvelle business unit, Auto24, donc de pouvoir savoir quand on rentre dans un marché, quelles sont les voitures sur lesquelles on va se concentrer en termes d'achat. Parce que c'est les voitures qui sont demandées en termes de vente, entre guillemets. Voilà. Et ça nous permet aussi de faire le pricing spécifique. Encore une fois, un Duster, il n'a pas le même prix au Maroc qu'en Côte d'Ivoire ou qu'à Paris ou qu'en Europe de l'Est, par exemple. Voilà, donc, ça dépend de la demande, de l'offre locale, de la demande. Un Duster, si tu l'amènes dans un pays où il n'y a pas de Duster du tout, il va coûter beaucoup d'argent à amener. Il va coûter naturellement cher localement. Alors qu'un Duster, il y en a beaucoup, par exemple, au Maroc, etc. Donc voilà, donc en fait, le pricing n'est pas le même partout dans le monde pour un véhicule d'occasion. Et après, comme on a de la data, on sait que celui-là, il a 50 000 km, celui-là, il en a 25 000, 30 000, etc. Ça permet de faire avec des algorithmes maison, de pouvoir faire des estimations. Et c'est ce qu'on utilise après pour pouvoir acheter des voitures et pour pouvoir ensuite les remettre au bon prix et ainsi de suite. Et avant l'étape financement par le groupe Stellantis, comme je t'ai dit tout à l'heure, on va y revenir. Mais au démarrage, le financement s'est fait par des fonds propres, ou bien vous étiez sur une dynamique de revenus générés par d'autres business et puis vous les avez réinvestis dans le prochain? Donc fonds propres, un peu bootstrap et aussi des business angels locaux en Australie puis aussi en Europe. Qui ont permis d'amorcer sur tout ça, de rendre ce business, alors je ne vais pas dire viable, mais sur la durée en tout cas, de se développer, de passer d'un modèle à un autre, d'investir, développer la tech, de tester d'autres choses, tester d'autres outils, et ainsi de suite, pour pouvoir en arriver là où on en est aujourd'hui. Et voilà.
Et sur ce point-là spécifiquement, parce que en règle générale, et d'ailleurs, il y aura probablement beaucoup d'investisseurs, mais aussi de start-upers africains qui pourraient voir cette vidéo et qui s'intéresseraient probablement à cette idée qu'on a, que un Européen, un Australien ou un Américain aura plus tendance à investir dans des startups qui opèrent dans sa zone géographique ou bien dans des marchés matures que dans une aventure où on embarque les fonds dans un continent qu'on ne comprend, qu'on ne connaît pas, ou du moins qu'on croit que le potentiel est relativement réduit par rapport à ce qu'on pourrait avoir dans d'autres pays. Est-ce que vous avez senti cette réticence une fois que vous avez pitché l'idée, ou bien les gens étaient réceptifs à l'idée d'y aller? Je pense sur l'Afrique, tu as à la fois le bon et le mauvais côté. Ouais. On va dire que le mauvais côté, oui, c'est une zone que beaucoup ne connaissent pas, ne comprennent pas, etc. Ouais. Mais par contre, c'est, je trouve, bien effacé par le bon côté, qui est l'Afrique. Tout le monde comprend que c'est un gros continent en termes de taille, un gros continent en termes de population, et donc en termes d'opportunités. Au final, il y a 20 ans, tout le monde s'est jeté un petit peu sur les investissements en Asie, notamment en Chine, et puis après en Inde. Voilà, et ceux qui l'ont fait à ce moment-là, soit s'en frottent les mains, soit sont plutôt contents de l'avoir fait. Voilà, donc c'est la même chose qui va se passer sur l'Afrique, sachant que voilà, pour beaucoup travailler, j'ai mis des billes dans on va dire une cinquantaine de startups dans les pays émergents, dont la plupart en Afrique. Au final, ils arrivent la plupart à avoir des investisseurs, enfin beaucoup, tous maintenant étrangers, donc qui viennent de tous horizons, toute culture, toute tranche d'âge, tout milieu socio-professionnel, etc., qui leur permet de développer leur aventure au début. Et il faut toujours ce mix entre les business angels et des fonds qui vont permettre à ces boîtes de se développer, d'atteindre le prochain niveau, de lever plus, et ainsi de suite, quoi. Donc au final, je pense que l'Afrique, encore une fois, a tellement de potentiel en global pour le continent, et après même en particulier, pays par pays. Beaucoup de belles histoires qui se passent en ce moment au Maroc, en Côte d'Ivoire, dans tous ces pays. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Ouais. Et là, on peut parler un peu de Stellantis. Comme je disais tout à l'heure, c'est relativement atypique parce que normalement, c'est les legacy qui font ça. Alors qu'on l'a vu dans le cas de Stellantis, ils ont cette démarche-là, d'être une boîte tech, et ils se considèrent comme étant aussi une boîte tech, pas uniquement une boîte automobile. Et on a vu comment ils s'intéressent de plus en plus dans leur projet sur la mobilité avec un grand M à des startups qui peuvent justement ramener du added value par rapport à ce que le mastodonte Stellantis pourrait développer et faire in-house. Tu peux nous raconter un peu l'histoire, comment ça s'est fait avec le groupe, comment ça a démarré et les discussions sur quoi elles ont porté? Est-ce que c'est exclusivement les pays sur lesquels vous opérez, ou bien il y a une vision et une roadmap un peu plus grande et plus lointaine? Je pense qu'au final, c'est le partage d'une vision commune. Et cette vision, elle est que il y a un énorme marché qui est le véhicule d'occasion, qui aujourd'hui n'est pas complètement adressé. Dans tous les pays du monde, il y a des vendeurs de véhicules d'occasion, mais qui sont plus informels, qui sont non structurés ou peu structurés, etc. Voilà, et qui vont opérer localement. Là, le but, c'est d'en faire le numéro 1 sur la zone Afrique subsaharienne / Afrique, sur un retailer multi-marque du véhicule d'occasion. Donc c'est vraiment partager cette vision d'utiliser le data, des petites annonces pour aller dans la transaction. Ça a pesé cet élément-là dans la discussion. Exactement, c'est le point de base pivot, vraiment de voilà. Ils ont pas forcément le volume de transactions que vous faites. Parce qu'on avait 0 transactions. Il y a un background tech. Et avec surtout ces plateformes-là qui permettent d'avoir le contenu, le data. Donc d'investir dans une boîte qui possède ça pour pouvoir aller sur cet autre business model, qui est un business model qu'ils connaissent bien, puisqu'ils ont investi dans des business models similaires, notamment en Europe, Aramis Auto, voilà, Spoticar qui est un business model en interne, etc. Et après, effectivement, ces groupes-là, au final, ont tous donc oui, il y a les fonds, Venture Capital, mais c'est pour ça que maintenant, il y a aussi ce qui s'appelle le CVC, Corporate Venture Capital. Donc, au final, toutes ces boîtes, ils ont des fonds de Venture Capital qui permettent d'investir et de faire de la croissance externe, plutôt que de tout faire soi-même, d'investir dans des boîtes tech / agiles, plus rapides,
et donc d'utiliser ça pour entrer sur de nouveaux marchés, sur de nouveaux secteurs, de nouvelles gammes, etc. Le partenariat aujourd'hui, parce qu'il a l'air plus d'être un partenariat plus que de l'investissement classique, il a été amorcé quand exactement? Depuis L'année dernière. Donc voilà. On a oublié un an un peu moins. Ouais. Et comment ça s'organise un peu? Il y a une communication régulière avec le groupe? Exactement. C'est vraiment du partage de savoir-faire et de connaissances. Donc nous, on bénéficie de leur connaissance du marché de l'automobile et eux, ils bénéficient de notre connaissance par la data notamment et de notre visibilité sur le marché africain, sur le véhicule d'occasion. Qu'aujourd'hui, ces groupes-là ont principalement par des réseaux de distributeurs, mais pas en propre. Donc ça leur permet aussi de s'approprier plus en propre de la data, etc., ce qui est important pour comprendre les marchés. Alors, on a eu un petit hic technique. Donc, on reprend là où on s'est arrêté, c'est-à-dire je posais la question justement à Axel par rapport à cette exploitation de la data qui devrait être transversale et ne pas être limitée d'une manière cloisonnée à l'occasion, alors que c'est une data qui est exploitable aussi pour le VN. Et je revenais un peu sur cette remarque que je fais à chaque fois de voir qu'on essaie de lancer du VO avec les équipes du VN et donc du coup ça se cannibalise, ça se gère pas forcément super bien, etc. Ce que je trouve à mon humble avis hyper vrai et valable, sauf pour l'histoire de la data, où elle doit être justement exploitée par tous les départements. Exactement. Et ça n'exclut même pas la prévente, parce que là aussi, on peut exploiter cette data-là justement pour améliorer ses performances et se projeter un peu sur les véhicules qu'il y a dans le marché, la circulation de ces véhicules-là, les opportunités de business dessus et ainsi de suite. Donc, est-ce que dans votre collaboration avec Stellantis, il y a cette maturité, entre guillemets, de se dire, OK, le deal avec votre startup ne concerne pas que le VO, mais c'est un deal qui peut aller beaucoup plus large sur l'ensemble des business units de Stellantis. Après, je pense qu'au final, l'intelligence d'un groupe comme ça, c'est effectivement de transitionner sur, encore une fois, l'automobile. C'est un produit et c'est derrière des solutions de mobilité. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, je ne sais pas si tu as une voiture ou pas, si tu la possèdes, si tu la loues, si c'est de la location en leasing, si c'est de la location en moyenne durée, en courte durée. Voilà, donc il y a tellement, mais c'est des solutions de mobilité. Ça te permet de bouger, d'être mobile pour des questions personnelles, la vie de tous les jours, ou pour les questions professionnelles. Et comme on le disait avant, c'est ça, les routes ont permis au pays de se développer, de faire circuler l'information plus rapidement, le business, le commerce, et puis après les engins sur ces routes qui ont évolué, tout ça, mais bon. Et au final, l'automobile, on est dans un secteur, sur l'automobile à moteur en tout cas, mais qui existe depuis un peu plus d'une centaine d'années, donc est quand même... Voilà. Et tous ces marchés-là, ils ont beaucoup fonctionné avant en sido. Le neuf avec le neuf, la marque Intel avec la marque Intel, et puis même la zone Intel avec la zone Intel, et tout ça, alors qu'au final, il y a une version un peu plus globale de ça, et effectivement, secteur entre le neuf, l'occasion, la prévente, etc. Et voilà, donc de comprendre la data dans des marchés comme l'Afrique, ou comme ensuite des régions, Afrique de l'Ouest, ou comme des pays, la Côte d'Ivoire, ou même après comme des zones, Abidjan, ou le reste de la Côte d'Ivoire, etc. Bah, ça te permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe d'un point de vue, quand toi en plus tu es fabricant de ces produits, donc de véhicules neufs, voilà. Donc je pense que oui, encore une fois, c'est les groupes qui vont permettre, qui vont bien évoluer à ce niveau-là, sont des groupes qui comprennent effectivement les synergies. Plus des histoires de vente de produits bruts, et puis c'est tout, mais c'est effectivement des solutions de mobilité. Qu'est-ce que tu mets dans ta voiture aussi comme solution connectée qui te permettent de sortir aussi de la data, savoir quelles sont les utilisations. Parce que vendre un véhicule, c'est bien, mais savoir comment il est utilisé, c'est encore mieux. Ça permet d'optimiser les prochaines versions, les prochains produits de la marque, de la gamme, etc., quoi. Excellent. Et tout à l'heure, je parlais de la roadmap. C'est quoi, en gros, les perspectives pour vous, à la fois, entre guillemets, d'un point de vue isolé et en même temps avec le groupe Stellantis,
quelles sont les évolutions à prévoir d'un point de vue géographique, intégration d'autres métiers, et ainsi de suite. Comment vous voyez un peu les 2, 3, 5 années à venir? Donc nous, c'est ça, c'est vraiment de devenir le retailer numéro 1 sur les véhicules d'occasion en Afrique subsaharienne / en Afrique sur donc voilà, multimarques. Encore une fois, c'est important, on ne traite pas que des marques du groupe Stellantis, on traite ce que les gens, comme type de produit, ce que les gens veulent, ce que les gens vendent, ce qui est disponible localement, et ce que les gens achètent, veulent nous acheter. Encore une fois, on va se concentrer sur ces marques-là. Donc, ce qu'on fait en Côte d'Ivoire est différent en termes de marque que ce qu'on fera au Sénégal, que ce qu'on fera dans d'autres pays. Et donc, nous, là, les prochaines années et les prochains mois, c'est l'expansion déjà sur de nouvelles zones géographiques, de nouveaux pays. Alors, on va lancer 3 à 4 nouveaux pays cette année. Excellent. Et pareil tous les ans pour, encore une fois, être dans cet objectif de retailer multimarque numéro 1 sur les véhicules d'occasion en Afrique. Excellent. Et par rapport à l'histoire du reconditionnement, là, que ce soit les constructeurs, que ce soit les différentes industries, et je ne parle pas exclusivement de l'automobile, c'est devenu un énorme sujet que d'être sur du reconditionné, que d'utiliser justement l'ancien pour nourrir le nouveau et ainsi de suite, et sans citer certains groupes qui ont carrément dédié des usines à reconditionner des véhicules et puis à les remettre à neuf avant de les revendre. Est-ce que ça aussi, c'est un des piliers de la collaboration avec le groupe Stellantis ou bien ça, c'est hors scope par rapport, encore une fois, à vos perspectives? Non, bien sûr, c'est très intéressant et nous, ça nous permet d'apprendre de professionnels dans ce domaine-là, comment ils le font aujourd'hui dans d'autres zones géographiques, comme en Europe avec le groupe Aramis Auto, donc où ils reconditionnent des volumes très importants de véhicules. Voilà, et de leur redonner une deuxième, alors c'est même pas une deuxième vie à ces véhicules-là, mais un nouvel élan supplémentaire, parce qu'au final, ce sont des véhicules qui sont relativement récents quand même, mais qui vont repartir pour, voilà. Et je pense que, encore une fois, en Afrique, ça a été un peu les professionnels du reconditionnement pendant des années sur des véhicules bien anciens. On a des véhicules en Afrique qui tournent, qui font des centaines de milliers de kilomètres supplémentaires après leur vie en Europe ou aux États-Unis, et qui tournent bien et qui permettent. Bah, après, maintenant, il y a toutes les notions de pollution, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en train d'avancer, d'être mieux traitées. Mais voilà, nous, en tout cas, on bénéficie du savoir-faire de notre partenaire là-dessus, ce qui nous permet aussi d'avancer sur ce sujet-là. En Côte d'Ivoire, on ne reconditionnait pas au début nous-mêmes, on le faisait avec des partenaires, et maintenant, on incorpore une certaine partie du reconditionnement via nos équipes, nos propres mécaniciens, tauliers, reconditionneurs, et on avance là-dessus. Ouais. Excellent. Moi, je n'ai pas plus de questions que ça. Je pense qu'on en a discuté pas mal. Si tu as, là c'est open mic, donc si tu as des choses à partager éventuellement avec des start-upers jeunes ou moins jeunes, mais principalement des start-upers africains, sur la base justement de l'expérience que tu as vécue, surtout que tu as vu un peu le sujet de l'extérieur, avant de t'immerger un peu dans l'entrepreneuriat en Afrique. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais justement partager spécifiquement? N'hésite pas. Non, mais je pense qu'après, au final, l'entrepreneuriat, où qu'il soit, c'est à la fois plein de challenges et plein d'opportunités. Et je pense que sur le marché africain en général, après qu'ils soient encore une fois marocains, ivoiriens, etc., chaque marché après va avoir ses spécificités, mais il y a tellement de choses à faire via la technologie. Et qui ensuite peuvent être réplicables d'un marché à un autre, donc ils peuvent avoir cette opportunité de s'étendre et donc de grossir. Voilà, il faut y aller, et je pense qu'encore une fois, au Maroc, vous le faites déjà très bien avec tout un tas d'entrepreneurs qui sont en train de changer plein de choses dans plein de domaines, via de la tech. Donc voilà, je pense qu'il y a un bel avenir là-dessus, et les investisseurs suivent de plus en plus. Et donc voilà, je pense qu'encore une fois, il faut croire en ces idées, ne pas être têtu, être capable de modifier, de pivoter, hein, comme on dit, mais d'avancer et puis d'aller à fond, quoi. C'est une expérience enrichissante.
Là, effectivement, j'étais censé conclure, mais en fait, il me tend la perche par rapport à un sujet hyper touchy pour un start-upper, c'est celui du pivot. Donc, j'ouvre quand même une parenthèse en cette fin de vidéo par rapport à ce sujet-là. Là, le passage du site de petites annonces à celui de la transaction, est-ce que vous l'avez vécu comme un pivot? Ouais. D'accord. C'est un vrai pivot où c'est une extension de ce qu'on a fait au départ. Voilà. Au final, le business model, d'un point de vue viabilité financière, il est sur la transaction. Ouais. Plus tu te rapproches de la transaction, plus tu vas pouvoir capter une partie de cette transaction en termes de revenus. Voilà. Mais on n'aurait pas pu le faire sans la première partie, parce que c'est ça qui nous a permis d'aller sur cette deuxième partie, parce qu'on maîtrise la data, et donc on sait encore une fois ce qu'il faut acheter à combien et ce qu'il faut vendre à combien. Mais quand tu le décris comme étant un pivot, est-ce qu'on doit en déduire que vous avez arrêté la partie revenu sur les sites de petites annonces, ou bien vous avez juste levé le pied et c'est plus la priorité des priorités dans votre PNL? C'est d'avoir du data, mais la priorité naturelle, on va dire, d'un point de vue chiffre, bah, c'est la partie transaction, parce qu'en fait, la partie transaction efface le reste. Je comprends donc pourquoi tu parles de pivot, parce que moi, au tout début, c'est pour ça que je voulais cette précision. Je croyais que la partie publicitaire de la chose continue à être prépondérante dans votre quotidien. Mais effectivement, là, je comprends pourquoi tu parles de pivot. Excellent. Bah, merci infiniment, en tout cas, Axel, de m'avoir reçu ici dans vos locaux à Dubaï. Ce sont les locaux de WeWork. WeWork, voilà. Très beaux locaux ici sur Dubaï, et un peu comme partout dans le monde. Et donc non, mais ravi d'avoir pu répondre à toutes ces questions, et merci. Et on essaiera d'en placer un autre, un podcast à Casa, si tu es de passage. Avec plaisir. Voilà. Merci encore. À bientôt. Ciao. Ciao.